Donc merci aux organisateurs de me donner la parole sur l'allègement thérapeutique, qui est vraiment un sujet important sur la thérapeutique en ce moment. Vous avez ici mes liens d'intérêt. Et la première question, c'est pourquoi on en est arrivé à proposer un allègement généralisé. D'abord parce qu'il fallait un traitement continu, que tout le monde se lassait du traitement continu, que ce soit les patients qui ont été les premiers demandeurs, que ce soit les médecins qui faisaient face aux effets secondaires importants dans le passé, moins importants maintenant, et qu'une des problématiques était l'observance thérapeutique sur la durée, qui était difficile à maintenir pour beaucoup de gens. La demande, comme je vous l'ai dit, elle est partie des patients qui demandaient à avoir une amélioration de leur lien avec leur traitement quotidien pour améliorer leur qualité de vie, en fait, avec leur traitement. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, alléger, ça veut dire, on espère, diminuer les effets secondaires à long terme, modifier éventuellement le traitement d'abord pour des effets secondaires existants et changer de traitement pour un traitement dit plus léger, mais aussi prévenir la toxicité cumulée des médicaments à long terme. C'est d'autant plus important maintenant que les populations touchées par le VIH vieillissent, ont des comorbidités et des problèmes de comédication, comme on en a parlé déjà dans ces 2 jours, et polymédication, qui augmente le risque d'interaction entre les médicaments antiviraux et les autres. Et puis, bien sûr, il y a l'aspect du coût, que ce soit au nord ou au sud, où réduire les médicaments, c'est aussi réduire le coût. Finalement, le concept, il est celui de la juste posologie, c'est-à-dire un meilleur rapport bénéfice-risque sur le médicament. Alors, comment ça s'est fait? D'abord, il y a eu un certain nombre d'essais sur la simplification de la prise, qui est un peu un autre sujet. Une prise par jour, un comprimé unique quotidien, par exemple, et on ne reparlera pas de ça. L'allègement lui-même, finalement, c'est 3 choses différentes. Soit moins de molécules, on a abandonné maintenant globalement les monothérapies, mais ce qui reste important, c'est les bithérapies, 2 médicaments au lieu de 3 pour faire le job. Et puis, 2 autres stratégies un peu différentes qui sont la réduction de posologie, on reste en trithérapie, on diminue la posologie des médicaments, ou bien on diminue le nombre de prises hebdomadaires, et c'est les traitements intermittents discontinus, 4 ou 5 jours par semaine, dont on reparlera aussi après. Dans ces stratégies d'allègement, il y a beaucoup d'essais, vous le voyez, ce n'est pas la peine de regarder tout le détail de ces essais actuels, mais sur ces 3 stratégies, réduction de posologie, bithérapie, réduction des prises hebdomadaires, vous voyez qu'il y a des succès importants. Si vous regardez à droite ici, que l'ensemble des résultats montre des résultats à plus de 90% de succès de ces stratégies d'allègement, sauf peut-être pour certaines stratégies un peu plus difficiles comme antiprotéase plus ancienne anti-intégrase au milieu, où les résultats étaient autour de 82%, donc un peu moins bons. Donc on ne va pas reprendre tous ces essais, bien sûr, mais on va refaire le point sur quelques-unes de ces stratégies, et on commence par les bithérapies en maintenance, donc ceux qui s'adressent à des sujets qui ont un succès thérapeutique avec une charge virale indétectable sous trithérapie et qu'on va alléger en bithérapie. Les études initiales, elles ont démarré essentiellement avec des objectifs de réduction de toxicité, par exemple Gardel avec l'association 3TC plus lopinavir, avec une réduction des effets secondaires, 30% observés contre 44% en trithérapie. Par exemple, Atlas, la même chose avec l'atazanavir, où on a mis en évidence une amélioration de la fonction rénale.
Par exemple, la combinaison dolutegravir et rilpivirine sur laquelle on va revenir, où on a mis en évidence une amélioration de la densité osseuse, donc une réduction de la toxicité osseuse. Et donc ça a été finalement les premières études. Il y a eu un peu des nouveautés ensuite sur ces bithérapies avec la mise en place des traitements à longue durée d'action, cabotegravir et rilpivirine en nanoparticules injectables, qui ne sont pas encore commercialisés, mais qui font l'objet actuellement d'études de phase 3 qui valident la stratégie et dont je vous redirai un mot aussi. Et puis, dernier point qui est très à la mode actuellement, c'est la combinaison anti-intégrase plus 3-TC, qui a fait l'objet de résultats importants cet été à l'IAS et dont on va reparler aussi. Un petit point comme exemple sur les SWORD, donc c'est la combinaison en bithérapie dolutegravir plus rilpivirine comparée au traitement habituel en trithérapie. Et on voit ici qu'il n'y a pas de différence avec la trithérapie. En particulier, il y a très très peu de patients en échec thérapeutique ici. Hein. Il n'y a pas d'échappement virologique quasiment dans cet essai de maintenance. Je vous ai parlé des traitements injectables de longue durée. On a eu cet été donc les résultats de 2 essais. L'essai FLAIR, qui était un essai de maintenance, mais avec une induction précoce, c'est-à-dire que les patients étaient démarrés sous traitement classique, et assez rapidement, dans les 4 mois, il y avait une modification du traitement, avec une randomisation, soit pour continuer le traitement identique, soit pour recevoir cabotegravir plus rilpivirine en injection mensuelle, donc intramusculaire. Et vous voyez ici qu'il n'y a pas de différence non plus dans le succès thérapeutique et que là aussi, il y a finalement assez peu d'échecs virologiques, 2% environ d'échecs virologiques dans les 2 bras. L'essai Atlas est exactement sur le même modèle, mais s'intéresse à des patients qui étaient en succès thérapeutique déjà prolongé. Et là aussi, les réponses sont tout à fait bonnes. Vous voyez ici, on est plutôt à moins de... Pardon, c'est parti, je ne sais pas où. À moins de 2% d'échecs virologiques chez ces patients. Ce qu'on voyait déjà dans ces 2 études, c'est qu'il y a eu quelques cas, très peu, hein, vous voyez ici 3 cas dans chacun des essais, d'échappement, d'échecs, hein, avec l'apparition de résistance en particulier à la rilpivirine, et qui s'intéressait à des patients qui avaient des sous-types non B, hein, en particulier un sous-type A. Et donc ça, c'est peut-être important de se souvenir de ça pour les discussions qu'il y aura après sur la mise en place des traitements allégés. Autre bithérapie, dolutegravir plus 3-TC, d'abord donc essayé en maintenance. Je vous ai montré ici l'essai Lamidol, qui est un essai français sur 104 patients, qui a montré qu'il y avait 3 échecs à 1 an sur 104 patients, c'est-à-dire peu d'échecs, hein, en bithérapie de maintenance. Et puis l'équipe de Lamidol a montré des résultats sur le réservoir mesuré par l'ADN total AJ0 et S48, où il n'y a absolument aucune modification du réservoir, et ils ont démontré qu'il y avait un lien entre le niveau d'ADN et le fait d'avoir une charge virale ultrasensible négative, hein, indétectable. Et donc c'est un point qui est tout à fait intéressant pour rassurer sur l'absence de remplissement du réservoir avec ces stratégies d'allègement. Cette combinaison, elle a été étudiée dans une grande étude randomisée dont les résultats ont été présentés cet été à Mexico. Donc dolutegravir plus 3-TC en switch contre la poursuite de la trithérapie en cours.
Vous voyez, 370 patients par bras, donc c'est une très grosse étude. Et là aussi, on montre qu'il n'y a quasiment pas d'échec. Il n'y a pas de différence, bien sûr, mais il n'y a quasiment pas d'échec. Vous voyez qu'on est à 0,5% d'échec en maintenance dans cet essai Tango. Et donc, cette bithérapie 3-TC plus dolutegravir apparaît puissante et efficace. Par rapport à ces bithérapies, il y a eu quelques questionnements dans les différents congrès. Et je vous ai remis ici simplement l'étude espagnole, mais pour souligner que c'est une étude rétrospective qui comparait le devenir des trithérapies versus les bithérapies, en sachant que ce n'étaient pas du tout les mêmes patients qui étaient en trithérapie et en bithérapie, puisque beaucoup des patients en bithérapie l'étaient parce qu'ils n'avaient pas d'autres possibilités thérapeutiques. Hein. C'était historique dans les années 2014-2016. Hein. Mais en rétrospective, donc, il y a plus de gens qui arrêtent leur combinaison en bithérapie et il y a un peu plus de gens qui sont en échec virologique. Hein. Donc là, il y a eu un certain nombre de gens qui tiraient un peu la sonnette d'alarme en disant « Attention, les bithérapies, ça ne marche pas chez tout le monde. Hein. » Mais je vous dis encore une fois, c'est rétrospectif, hein, et pas chez les mêmes patients. Deuxième point, c'est qu'il y a des études qui montrent qu'il y a quand même des échecs, hein, et que là aussi, cette étude qui n'étudie par l'équipe de la Pitié-Salpêtrière que les échecs en trithérapie ou en bithérapie montrent qu'en bithérapie à droite, il peut y avoir quand même de temps en temps des mutations de résistance, hein, mais on peut remarquer ici que ces mutations de résistance, par exemple, dans les deux premières combinaisons ici, dolutegravir plus rilpivirine ou dolutegravir plus 3-TC, les mutations de résistance n'apparaissent que pour le 3-TC ou pour la rilpivirine, mais pas pour le dolutegravir. Hein. Donc, il peut y avoir quand même quelques échecs avec quelques résistances malgré tout. Et puis, dernier point sur les bithérapies que je voulais aborder, c'est une des limites qui a été avancée, c'est les antécédents de résistance. Et effectivement, quand on a un antécédent de résistance, a priori, on ne peut pas aller vers cette bithérapie, avec quand même la limite de ces études. Par exemple, l'étude Moby-Deep, qui était un traitement de deuxième ligne au sud, qui a montré que malgré une résistance au 3-TC, la combinaison 3-TC plus antiprotéase était plus efficace que la monothérapie d'antiprotéase. Hein. Et donc, malgré l'antécédent de résistance, la combinaison, finalement, marche quand même. Et puis, il y a cette étude italienne à droite qui montre qu'il n'y a pas de différence non plus, mais c'est une étude rétrospective, entre, pour les bithérapies, entre le fait d'avoir un antécédent de résistance au 3-TC ou de ne pas en avoir. Hein. Simplement, il y a une différence quand la résistance au 3-TC est peu ancienne, c'est-à-dire que s'il y a eu une mise en évidence de la mutation 184V de résistance au 3-TC très récemment, il y a moins de réponses en bithérapie. Pour résumer, en bithérapie, il y a un certain nombre d'acquis. Vous voyez qu'il y a pas mal de combinaisons qui sont finalement validées, mais que les combinaisons qui marchent, c'est le fait d'avoir un inhibiteur de la reverse transcriptase associé à une autre molécule, en particulier à barrière génétique à la résistance élevée. Donc ça, c'est peut-être assez important. Il y a des avantages, on peut faire des traitements avec des épargnes de classe, par exemple d'antiprotéase, ou des épargnes de molécules, ça a été le cas pour le tenofovir. Ça permet de simplifier la prise souvent. On espère que ça va réduire la toxicité à long terme, et puis il y a un bénéfice sur le coût puisqu'il y a une molécule en moins. Les limites, donc, c'est qu'il y a quelques effets secondaires initiaux puisqu'on va changer de traitement, on va mettre en place une nouvelle molécule, et donc on va être soumis à observer éventuellement
des effets secondaires au changement. L'efficacité à long terme a été questionnée, on commence à avoir des résultats un peu plus prolongés, mais il faut sûrement avoir plus d'études. La question des antécédents de résistance et des mutations archivées, vous avez vu, est une question qui est étudiée aussi et où on n'a pas toutes les réponses. Celle des réservoirs, on a un peu plus de réponses, où semble-t-il, il n'y a pas de modification du tout des réservoirs. Je passe donc à la deuxième stratégie, après les bithérapies, c'est celle des traitements intermittents à cycle court. Et donc, ce schéma a été en France pensé et initié par Jacques Lebovitch, qui avait fait ça chez un certain nombre de ses patients, c'est-à-dire qu'il avait diminué la trithérapie en passant à 5 jours par semaine, puis 4 jours, puis pour certains patients moins. Et on avait repris un peu ces données-là qui avaient mis en évidence sur 90 patients à peu près. Alors ici, c'est la première étude où il y avait 48 patients, qu'à 4 jours sur 7, on n'avait pas vu de résistance chez ces 48 patients, alors que si on baissait plus, à 3 jours et 2 jours, il y a eu quelques cas de résistance et un peu plus de blip ici. Donc ça, je vous l'ai montré parce que ça nous a servi pour choisir les stratégies ultérieures qui étaient de faire des essais à 4 jours par semaine. Il y a eu une autre étude randomisée, qui a été importante aussi, qui est l'étude Brazier chez des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, qui était là sous efavirenz, trithérapie avec efavirenz, et qui était randomisée pour être trithérapie continue versus 5 jours sur 7, avec les week-ends sans traitement. Et il n'y a pas de différence en termes d'échecs. Il y a 6 et 7 échecs sur 100 patients dans chaque bras, donc c'est assez peu. Et il n'y a pas de problème de tolérance, pas de problème non plus de réservoir dans cette étude. Donc tout ça nous a conduit à faire une première étude avec la NRS, qui était une étude pilote chez 100 patients, l'étude 4D, où les patients en trithérapie passaient tous, donc en ouvert, en 4 jours sur 7, avec les résultats qui sont ici, 96% sur 100 de succès, c'est-à-dire 3 échappements virologiques et un arrêt de traitement. Ces échappements virologiques, ces échecs virologiques, 2 de ces 3 échecs étaient liés manifestement, comme le montraient les dosages, à un défaut d'observance. Et puis on avait montré dans cette étude 4D chez ces 100 patients que là non plus il n'y avait pas de modification du réservoir mesuré par l'ADN proviral, qui restait complètement stable ici, et que les paramètres inflammatoires ne bougeaient pas. Il y avait même le CD14 soluble qui diminuait un petit peu de façon significative, mais probablement sans validité clinique réelle. Les patients dans cet essai 4D prenaient bien leur traitement 4 jours sur 7 que vous voyez en vert. Il y en a très peu qui le prenaient plus, c'est ce que vous voyez en jaune à chaque visite, et quelques-uns, mais peu aussi, qui en prenaient moins que 4 jours sur 7. Et on a montré aussi qu'il y avait une différence pharmacologique dans les dosages plasmatiques entre les périodes où on est sous traitement et les périodes sans traitement, qui permettaient de montrer a posteriori que les patients prenaient bien leurs 4 jours et pas 7 jours. À la suite du succès de cet essai pilote, on a mis en place avec la NRS l'essai Quatuor, qui est un essai randomisé, là aussi 4 jours sur 7, suivant finalement le même schéma, avec simplement la modification que toutes les trithérapies actuelles ont été incluses dans l'essai, notamment les trithérapies avec anti-intégrase qui n'étaient pas dans l'essai 4D. Et les résultats de Quatuor ont été montrés à l'IAS à Mexico par Roland Landman, donc montraient que finalement c'était des gens qui avaient quand même
un traitement qui était bien contrôlé depuis longtemps, puisqu'ils avaient 5 ans, je ne sais pas où je le trouve, voilà, c'est ici, 5 ans de charge virale indétectable au moment où ils ont été inclus dans l'essai. Et les résultats sont ceux-ci, hein, donc pas de différence du succès thérapeutique dans les 2 bras, hein, 95,6 contre 97,2%. Les échecs virologiques, vous voyez que c'est moins de 2% dans les 2 bras, et quelques patients qui ont arrêté pour d'autres raisons. Et donc, quelle que soit l'analyse, il n'y a pas de différence et on peut conclure à la non-infériorité du schéma 4 jours sur 7 contre 7 jours sur 7. Si on regarde un peu les classes de molécules, on voit là aussi qu'en regardant antiprotéase, anti-intégrase, inhibiteur non nucléosidique comme 3e agent, il n'y a pas de différence non plus. Et on a regardé les blips, et il n'y a pas de différence non plus dans les blips. Donc après J0, 13 blips à 4 jours sur 7 observés au total, contre 17 à 7 jours sur 7. Et donc les résultats sont là aussi extrêmement rassurants. Donc sur les traitements intermittents, où est-ce qu'on en est? L'intérêt qu'on y voit, c'est qu'on considère que ça peut être un allègement qui est quelque part un peu universel, puisque toutes les trithérapies étudiées peuvent être allégées à 4 jours sur 7, qu'on ne change pas le traitement, donc on n'a pas de risque d'effets secondaires nouveaux en démarrant cette stratégie, que donc la puissance antivirale est conservée. On espère qu'il y a moins de toxicité à long terme. On a du mal à le montrer puisque au départ, on inclut des patients qui vont bien avec un traitement qui est bien toléré, sinon il aurait déjà été changé. Donc on a du mal à montrer ça. Dans l'essai Quatuor, on voit qu'il y a une petite diminution, une petite diminution de la toxicité rénale mesurée, c'est significatif, hein, mais ça demande à être confirmé. On a vu que c'est un schéma où il y a une forte adhésion des patients qui ont participé, hein, et par exemple dans les études de qualité de vie qu'on a fait dans 4D, on a montré que les patients adhéraient très fortement à ce schéma-là. Donc on espère améliorer la qualité de vie. Puis enfin, il y a le problème du coût. 4 jours par semaine, ça fait 42% en moins de coûts médicamenteux. Les questions en cours, c'est comment ça marche d'abord. Est-ce que, comme on le pensait au départ, comme on le pense toujours un peu, il y a une espèce de latence virale à la reprise de la réplication quand on arrête 3 jours? On a pas mal d'études fondamentales qui montrent que finalement, quand on arrête le traitement, on voit la réplication virale redémarrer qu'à partir de 5-6 jours. Ou est-ce que c'est des raisons pharmacologiques pour certaines molécules, où il y a du médicament qui reste dans l'organisme ou dans la cellule et qui fait que ça continue à marcher? Alors ça, c'est probablement vrai pour certaines molécules, par exemple le tenofovir ou les INNRT. Ça ne l'est pas pour les antiprotéases, où on voit qu'il n'y a plus de médicaments dans le plasma au bout de 3 jours. Il faut peut-être, pour assurer les choses, se poser la question de savoir s'il faut vraiment une molécule à barrière génétique à la résistance élevée. Les réservoirs et compartiments, on commence à avoir des résultats pour lesquels il n'y a pas d'inquiétude. Les mutations archivées, pour l'instant, on n'a pas de données là-dessus, c'est-à-dire que pour l'instant, tous ces essais, c'est des gens qui n'avaient pas de résistance. Et donc, si on regroupe un peu cet allègement en maintenance, après un switch, alors je vais prendre un tout petit peu plus, mais ça va aller vite. Finalement, ce qui est important, c'est qu'en maintenance, il faut avoir une réplication virale contrôlée. Il faut que l'association soit synergique avec un inhibiteur de la reverse transcriptase. Il faut qu'on tolère la combinaison en cours, qu'il n'y ait pas de résistance avec la question que je vous ai soulevée de la 184V. Il faut que le patient soit adhérent à cette stratégie-là, que la posologie du traitement soit adéquate pour qu'on soit toujours efficace. Et puis,
on n'a pas démontré un certain nombre de choses sur la nécessité, par exemple, du niveau de DNA initial, où ça n'a pas l'air de jouer tellement, mais je vous en ai parlé. Un mot très rapide sur les bithérapies en initiation, puisqu'il y a eu cet été les résultats d'une grande étude qui est importante. À la suite des succès des bithérapies en maintenance, il y a des gens qui ont démarré des bithérapies en initiation. Ici, une étude randomisée pilote avec 75 patients dans chaque bras, 70-75 patients dans chaque bras, de 3 TC plus darunavir en Amérique du Sud, qui ne montrait pas de différence. Et surtout, cette étude qui a été montrée cet été, Gemini, où il y a une comparaison chez des gens qui avaient moins de 500 000 copies de charge virale au départ, 3 TC plus dolutegravir contre trithérapie avec tenofovir, FTC, dolutegravir. Donc les résultats montrent l'absence de différence de cette bithérapie initiale, avec très très peu d'échecs et pas de résistance. Alors je vais passer là-dessus, et là-dessus aussi, pour arriver sur les conclusions actuelles sur l'allègement, que comme vous l'avez vu, finalement ça s'adresse à tout le monde, et que je pense que pourquoi on va traiter plus si les mêmes résultats sont obtenus avec moins. Et c'est l'argument principal. Que c'est faisable chez la majorité des patients, d'abord en maintenance, chez des patients avec une charge virale contrôlée, avec 2 possibilités, soit les bithérapies, soit les cycles hebdomadaires intermittents, qu'il faut garder un inhibiteur de la reverse transcriptase, qu'on attend une réduction de la toxicité et on ne sait pas tout de ce qui va se passer à long terme, et qu'il y a une faisabilité chez les patients avec résistance antérieure qui n'est pas précisée encore. Réduction du coût, on l'a dit, et c'est faisable, par exemple, dans la file active de Garches. J'ai regardé les 3 premiers mois de 2019, on a 60% de nos patients qui ont un traitement allégé. En initiation, on a donc maintenant des résultats solides avec cette dernière étude Gemini pour la combinaison 3-TC dolutegravir, y compris pour des charges virales élevées. Il n'y a pas de résistance observée dans Gemini, il n'y a pas plus d'effets secondaires et il y a aussi une réduction du coût. Et donc cet allègement, à mon avis, doit être largement discuté pour chacun et généralisé, et que c'est finalement une vision éthique et écologique de la gestion des ressources médicamenteuses. Merci. Merci beaucoup Pierre, c'est vraiment extrêmement important, extrêmement intéressant. On va essayer de garder quelques minutes pour des questions, j'imagine qu'il va y en avoir. Moi, j'avais une première question. Les résultats sont excellents, mais tu as souligné qu'il y avait quand même quelques possibles échecs. Est-ce que ça pose une question par rapport au message qu'on essaye absolument de matraquer, c'est U égale U, donc vous êtes sous traitement, vous êtes indétectable, vous ne prenez plus de précautions, plus de préservatifs, etc. On en a beaucoup parlé dans les sessions précédentes. Puis là, on change le traitement. Est-ce qu'on considère qu'il n'est pas impossible qu'il y ait un petit échappement virologique qui remettrait en cause le risque pris? Est-ce que ça s'assortit d'une évolution des recommandations par rapport aux pratiques sexuelles des gens qui sont indétectables? Alors, à mon avis, sûrement pas. C'est-à-dire que toutes les études, et elles sont toutes concordantes, que ce soit en bithérapie ou en intermittent, montrent qu'il n'y a pas plus d'échappement que chez les gens en trithérapie 7 jours sur 7. Donc les recommandations doivent être les mêmes. À partir du moment où la charge virale est contrôlée, indétectable de façon permanente, U égale U. Et on n'a pas plus de risque d'avoir une charge virale détectable avec ces stratégies-là, en faisant pas n'importe quoi. Je ne parlais pas des 4 versus 7, je parlais par exemple de passer d'une trithérapie qui contrôle à une bithérapie, c'est pareil. Dans les bithérapies, il n'y a pas plus d'échappement que à l'heure actuelle, dans les études contrôlées, randomisées, prospectives, que dans les trithérapies. D'accord. À condition qu'on ait
qu'on ait des critères d'inclusion qui soient réels, c'est-à-dire le problème de l'observance préalable, l'adhésion au schéma thérapeutique, c'est-à-dire que bien sûr, si quelqu'un en bithérapie prend pas tout son traitement, il va échapper. D'accord, merci. Sans doute des questions, des remarques dans la salle. Oui, Emmanuel? Oui, j'avais une question sur le schéma de prise, enfin de l'allègement. Là, c'est 4 jours d'affilée et 3 jours d'interruption. Ouais. Est-ce qu'on peut envisager d'avoir une interruption dans la semaine? Alors nous, on n'est pas pour ça, justement parce que on pensait dans nos études préalables, initiales, que ça marchait parce qu'il y avait justement une latence avant la reprise de la réplication à l'arrêt du traitement. Si vous prenez votre traitement 1 jour sur 2, vous allez avoir un taux plasmatique de médicaments faible le 2e jour, qui va être éventuellement en dessous de la CI 90. Et donc vous allez éventuellement être susceptible d'échapper, si ce n'est pas parfaitement contrôlé au départ. Donc je pense que le traitement 1 jour sur 2 a plus de risques de sélection de résistance. C'est pour ça qu'on a fait ce schéma-là. Je pensais 1 jour en semaine et 1 jour en week-end, mais pas forcément d'alterner 1 jour sur 2. Là, notre schéma 4 jours sur 7, c'est on prend du lundi au jeudi ou du mardi au samedi et on arrête le vendredi, samedi, dimanche ou le samedi, dimanche, lundi. C'était ça dans les essais. On va prendre une dernière question courte, appelant une réponse courte. Une réponse courte, s'il vous plaît. La bithérapie en initiation a montré son efficacité. Pourquoi ne pas commencer directement par une bithérapie? Et à ce moment-là, on va régler un petit peu tous les problèmes. Alors, ça n'est pas la bithérapie, pour l'instant, c'est la combinaison 3-TC plus dolutegravir qui a montré ça. Mais effectivement, c'est un peu ce que je dis. Pourquoi donner plus si on fait pareil avec moins? Et à partir du moment où on n'a pas, de résistance antérieure, c'est peut-être une des limites qu'il peut y avoir à cette stratégie au départ, c'est est-ce que chez quelqu'un qui a pu être contaminé par une souche résistante au 3-TC, cette combinaison en bithérapie n'est pas risquée? Pour l'instant, on n'a pas encore cette réponse-là. Donc, oui, d'une façon générale, je suis d'accord avec vous, on devrait aller là vers une bithérapie. Dans les recommandations OMS, c'est la combinaison tenofovir plus 3-TC plus dolutegravir. Dans les recommandations américaines et européennes, la combinaison 3-TC plus dolutegravir est dans les possibilités retenues en second choix. Donc je pense qu'on va aller vers ça. Mais il faut avoir un peu de sécurité, probablement sur l'évaluation initiale de la résistance naturelle. Merci. Donc je profite du micro pour poser une dernière question très courte. Est-ce qu'on a regardé ou on compte regarder chez les co-infectés, HIV, hépatite B, ces pratiques d'allègement? Alors dans ces essais-là, il y avait tous les patients hépatite B étaient exclus. Un peu partout, étaient exclus. Il y a des expériences ponctuelles de 4 jours sur 7 chez des gens antigènes HBS+, avec donc le tenofovir 4 jours sur 7, mais c'est des expériences ponctuelles. On n'a pas vu de signal d'échappement pour l'instant, mais on n'a pas la réponse en fait. D'accord. En vie réelle, nous, on n'a pas exclu le schéma 4D chez des gens qui étaient co-infectés. Alors maintenant, combien il y en a exactement, je ne pourrais pas te dire, mais c'est vrai que le tenofovir, à condition qu'il y ait du tenofovir dans le régime. Voilà. Maintenant, pour répondre à la question de la bithérapie, on démarre en France un essai que je coordonne avec Jade Ghosn, qui va comparer en initiation justement Dolu 3-TC, qui ne peut pas s'adresser à des patients co-infectés à cause de la monothérapie 3-TC, versus une stratégie qui va démarrer par une induction courte, suivie de tenofovir FTC.
Je suis bien conscient que c'est un peu... Mais il y a certains éléments qui nous indiquent que ça peut suffire, en particulier chez des gens qui ont des charges virales basses. Il nous faut des stratégies où on puisse s'affranchir de la co-infection B. Voilà, donc ce sera le cas avec l'essai qui s'appelle ALTAR.